Bonsoir, bienvenue sur la chaîne parlementaire pour revoir le moment fort de cette journée à l'Assemblée nationale, les premières auditions de la commission d'enquête sur l'influence des mouvements sectaires sur les mineurs. Une commission d'enquête créée à l'unanimité le 28 juin dernier. Son objectif, cerner l'influence des sectes sur les mineurs et leurs conséquences sur leur santé physique et mentale. Elle doit faire des propositions concrètes et rendre son rapport en décembre. 20 000 enfants seraient concernés, victimes d'embrigadement, de mauvais traitements, voire d'esclavagisme. Nous vous proposons de revoir la deuxième audition de cet après-midi, celle d'Emmanuel Jancovici, chargé de mission pour la coordination, la prévention et le traitement des dérives sectaires au ministère de la Santé. Je vous rappelle que cette commission d'enquête est présidée par le député UMP Georges Fenech. Le rapporteur est le député socialiste Philippe Wilk. Bonne audition. Vous asseoir, Monsieur Emmanuel Jancovici. Vous êtes chargé de mission pour la coordination, la prévention et le traitement des dérives sectaires à la sous-direction des âges de la vie, qui est en fait la direction générale de l'action sociale, au ministère de la Santé et des Solidarités. Je vous remercie, Monsieur Jancovici, d'avoir répondu à notre convocation. Je dois vous informer au préalable également de vos droits et vos obligations. Je vous rappelle tout d'abord qu'au terme de l'article 142 du règlement de notre Assemblée, la Commission pourra décider de citer dans son rapport tout ou partie du compte-rendu qui en sera fait. Ce compte-rendu vous sera préalablement communiqué. Les observations que vous pourriez faire seront soumises à la Commission. Par ailleurs, en vertu de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1956 modifiée, 58, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, les personnes auditionnées sont tenues de déposer, sous réserve des dispositions relatives au secret professionnel, et donc sous la foi du serment. Je vais donc vous demander, Monsieur Jancovici, de lever la main droite et de dire « je le jure », de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous remercie. Je renouvelle également aux représentants de la presse des informations concernant les dispositions sur l'identité des victimes et notamment l'interdiction de nommer les enfants qui ont été victimes de ces actes. Monsieur Jancovici, je vous cède la parole pour un exposé liminaire. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Le ministère de la Santé et des Solidarités, et en particulier le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, ont la charge de la protection des enfants. À ce titre, il s'est intéressé à la situation particulière des enfants vivant en secte, compte tenu en particulier d'un constat que le ministère avait fait du peu de connaissances de la réalité des enfants vivant dans ce contexte. Nous avons par ailleurs aussi, vu l'importance du nombre de mineurs concernés, et nous estimons aujourd'hui que plusieurs dizaines de milliers d'enfants ont des parents membres de ce type de groupe. En particulier, si on reprend le seul groupe des témoins de Jéhovah, on peut estimer aujourd'hui qu'au minimum 45 000 enfants ont des parents vivant dans ce contexte. Pour les seuls témoins de Jéhovah, avez-vous dit Pardon ? 45 000 pour les seuls témoins de Jéhovah. Pour les seuls témoins de Jéhovah. Et vous avez un chiffre plus global pour l'ensemble des enfants concernés par les sectes ? Écoutez, je pense qu'il doit y avoir, et c'est très difficile de le préciser, mais plusieurs dizaines de milliers d'enfants, je dirais entre 30 et 40 000, qui appartiennent à d'autres groupes. Je pense qu'on est entre 60 ou 80, et au plus bas, 60 et 80 000 enfants aujourd'hui élevés dans un contexte sectaire. Par prudence, je dis, parce que vous savez qu'on a très peu de statistiques, y compris les travaux des renseignements généraux ne nous permettent pas
d'évaluer le chiffre exact d'enfants concernés. Par prudence, je dis en tout cas que plusieurs dizaines de milliers d'enfants, ce qui montre que c'est un chiffre considérable, je veux dire, et qui va au-delà des enfants vivant en communauté, qu'on a plusieurs dizaines de milliers d'enfants qui vivent dans ce contexte. Ce qui signifie, compte tenu de la problématique que l'on trouve dans ces groupes, que cette question pose une véritable question de protection des enfants. Et donc, en particulier, vu la problématique qu'il y a dans ces groupes, vu le nombre d'enfants, le ministère a décidé de conduire une enquête sur la situation des enfants, la manière dont ces enfants sont élevés, les conséquences dans lesquelles ils sont pris pour pouvoir, en particulier, donner aux professionnels de la protection de l'enfance des éléments de repérage propres à prendre des décisions sur les enfants les concernant. Alors nous avons procédé de manière particulière. Nous avons enquêté pendant près de 2 ans auprès d'un groupe d'une vingtaine de jeunes ex-adeptes ayant appartenu au même groupe, le groupe des témoins de Jéhovah. Ces rencontres se sont faites à raison d'une rencontre à peu près tous les 2 à 3 mois, une journée entière, avec par ailleurs l'appui de spécialistes incontestés des questions de protection de l'enfance. Nous avons aussi, bien qu'ayant travaillé principalement, si vous voulez, sur ce groupe à partir de l'ATFI du Nord, nous avons essayé aussi d'avoir d'autres éléments de connaissances sur d'autres mineurs ayant vécu, enfin d'autres jeunes adultes ayant vécu dans d'autres groupes, de façon à comparer les données que nous avons pu recueillir. Je dois dire, et par souci d'honnêteté, que le travail auquel nous sommes arrivés, qui devrait donner l'occasion dans les prochains mois d'un guide destiné aux professionnels de la protection de l'enfance, qui devrait donner le travail qui a précédé la création de ce guide, ne prétend pas, je pense qu'il faut le souligner, décrire scientifiquement un groupe, en particulier le groupe des témoins de Jéhovah, ni de donner des éléments sur le devenir prévisible des enfants qui s'y trouvent. C'est plus un élément, c'est plus une réunion d'informations qui permet de saisir le contexte dans lequel ces enfants sont pris. Sur le groupe, je ne rentrerai pas dans le détail du fonctionnement de ce groupe, je pense que vous le connaissez. Je soulignerai en particulier que lorsqu'on a des éléments d'information qui sont en particulier disponibles à travers des travaux universitaires, nous sommes en face d'une véritable multinationale, je veux dire, qui a en particulier, et c'est très surprenant, des capacités de lobbying considérables, des expertises, une capacité d'expertise tout à fait surprenante pour un groupe à caractère spirituel, et des capacités sur le plan juridique également tout à fait étonnantes. Voilà les éléments que je peux livrer à la commission, mais encore une fois, je ne rentrerai pas dans la description de ce groupe, mais je vous donne ces éléments de contexte que nous avons réunis. Je dois dire que dès la première réunion avec ces jeunes ex-adeptes, nous avons été très surpris par ce qu'ils nous ont indiqué, puisque sur la vingtaine que nous avons rencontrés de manière très régulière, une grande partie d'entre eux ont indiqué qu'au moment de ces entretiens, c'est-à-dire il y a entre 2 ans et une date très récente, ces jeunes gens et ces jeunes femmes faisaient chaque nuit, aujourd'hui encore, des cauchemars. Pour 3 d'entre eux, dans ce contexte, 3 d'entre eux qui étaient des jeunes adultes, ils étaient obligés d'avoir une espèce de veilleuse pour pouvoir affronter la nuit. Une partie de ces jeunes ex-adeptes ont recours de manière régulière à l'utilisation de psychotropes. 2 ou 3 d'entre eux
comment dirais-je, le regroupement s'est fait un peu sur le hasard. Hein. C'est le hasard qui donne ces éléments que je vous livre, Monsieur le Président. On fait des tentatives de suicide. Et enfin, sur la totalité de ces 20 jeunes ex-adeptes, 4 ont déclaré avoir subi dans leur enfance des agressions sexuelles. Donc voilà des éléments de contexte qui nous ont été donnés dès la première réunion. Alors, je ne vais pas traiter du prosélytisme, vous le connaissez. La santé, Monsieur Jancovici, hein, les problèmes de la santé. Nous allons venir d'abord sur la santé des enfants, qui est un élément essentiel. Alors, pour comprendre la santé des enfants, il faut un élément contextuel, qui est le cadre de vie général dans lequel se trouvent à la fois les enfants et les adultes. Le cadre général, il est porté par la doctrine qui a des effets angoissants, terrorisants, sur l'ensemble des enfants et des adultes qui se trouvent dans ce type de groupe, terrorisant au sens même où, si vous voulez, la doctrine pose, d'une part, que nous vivons, dans un univers où Satan est omniprésent, que Jéhovah va un jour arriver et va, détruire tout ce qui est mauvais sur terre, et que du coup, seuls y échapperont les bons témoins de Jéhovah. Donc c'est dans cette problématique, de terreur, de terreur, et en même temps d'arriver à être un bon témoin de Jéhovah pour échapper à Armageddon, que vivent les adeptes. Les enfants vivent dans ce climat de terreur et qui détermine une docilité considérable. Je vais vous donner un exemple qui est tout à fait surprenant en matière de docilité, puisque, encore une fois, ce que je vais vous dire n'est pas induit par la doctrine, mais par le type de rapport dans lequel sont conduits les adeptes dans le groupe. Sur une question de santé, précisément, la question de la transfusion. Donc je demande, innocemment, si je puis dire, aux membres du groupe comment ils font quotidiennement, comme ils faisaient quand ils étaient chez les témoins de Jéhovah, pour vivre dans la perspective s'ils étaient opérés d'une transfusion sanguine. Pour moi, il y avait là quelque chose d'un climat qui, à proprement parler, était terrorisant. Ce qui m'a été indiqué, et je vous donne l'intégralité de la réponse par 2-3 des jeunes gens membres de ce groupe. Lorsqu'on est un jeune témoin de Jéhovah, lorsqu'on est un témoin de Jéhovah, on espère être opéré, ont-ils dit, pour pouvoir, le jour de l'opération, prouver qu'on est un bon témoin de Jéhovah en refusant la transfusion sanguine. C'est une logique de type kamikaze, peu ou prou. En tout cas, pour en avoir discuté avec des spécialistes des questions spirituelles, c'est tout à fait surprenant. Tout est codifié. Et les enfants sont pris dans un système de codification où, plein de choses sont interdites. Au fond, il y a très peu de choses qui sont permises, avec une surveillance totale dans laquelle les enfants sont pris, où les parents surveillent les enfants et les enfants surveillent les parents au cas où ils ne respecteraient pas la réglementation interne. Ce qui fait que, si vous voulez, du point de vue de la capacité qu'a un jeune adulte ou un enfant, de vivre, tout simplement, d'avoir des désirs, il ne sait plus, l'enfant ou le jeune adulte, ne sait plus ce qui lui est permis, et ne sachant plus ce qui lui est permis ou ce qui lui est interdit, on a un certain nombre les adeptes dans leur totalité s'interdisent du coup toute une série de choses, mais sans que le groupe lui-même leur dise non, ça n'est pas permis. Ce qui fait qu'on se trouve, et c'est très impressionnant à voir dans ce constat, si vous voulez, c'est aussi une question de santé, de santé psychique, en face de jeunes gens qui ne peuvent plus être vivants. Un autre élément aussi à prendre en compte, dans lequel vont être pris ces enfants, c'est que tout l'argent, toute l'énergie des adeptes est,
détournés pour le groupe, hein, et par le groupe. C'est-à-dire que ce que nous ont indiqué les ex-adeptes, c'est qu'ils sont pris dans un système qu'ils ont qualifié de système de type totalitaire, au sens où il n'y a aucun extérieur. Alors, dans ce contexte, si vous voulez, on a eu le souci de ne pas sombrer dans la victimologie, au sens même où, dans un système de cet ordre, il y a des gens qui, ont plus de souplesse. Il y a, par exemple, un jeune homme qui nous a raconté son enfance et qui nous disait que sa mère pouvait être un tout petit peu plus ouverte que d'autres parents témoins de Jéhovah, dans la mesure où elle-même, sa mère, était témoin de Jéhovah depuis 3 ou 4 générations. Donc il y a des positions qui sont des positions individuelles, qui permettent d'avoir des espaces. Nous avons aussi constaté, si vous voulez, que du point de vue du comportement, et je pense qu'il faut le noter pour éviter d'être dans quelque chose qui serait au fond de l'ordre d'un discours complètement victimologique, c'est que tout n'est pas strictement négatif pour un adepte, au sens où, par exemple, par le prosélytisme, on développe une certaine forme d'intelligence. Sauf que cette intelligence ne permet pas à ces jeunes gens de penser. Alors les enfants. Les enfants, ils sont, je vous l'ai dit, au nombre de 45 000 dans ce groupe. Ils sont conçus, comme dans tous les groupes, pour devenir des adeptes et rien d'autre. Je dirais même que les enfants, dans ce type de groupe, sont déjà des adeptes enfants. Ils sont pris dans les mêmes mécanismes que leurs parents. C'est du reste pour ça que j'ai décrit ce climat terrorisant. Ils sont pris dans un système avec une totale manque de liberté, en particulier de liberté nécessaire à leur épanouissement, et ils sont dans des systèmes de contrôle permanent, où les parents, et c'est une constante qu'on retrouve dans tous les groupes, sont les relais du groupe auprès de leurs enfants. C'est-à-dire que les parents ne sont plus dans des fonctions parentale. Je vous donne un exemple extrêmement tragique. Il s'agit d'une mère qui s'aperçoit que son fils adolescent semble être un peu en retrait du groupe. Elle lui dit « Est-ce que tu es encore des nôtres ?» Et ce jeune homme qui devait avoir 15 ans ou 16 ans dit « Non, je n'y crois plus. » Et elle lui dit « Mais dans ce cas-là, tu ne fais plus partie des nôtres. » Et elle lui dit aussi, dans ce cas-là, tu n'es plus de la famille, je te donne 15 jours pour quitter le logement, tu te débrouilles comme tu veux pour vivre, il n'avait pas de quoi vivre, etc. Et elle organise le soir même un dîner, elle nous l'a raconté avec des témoins de Jéhovah. Le dîner a pour fonction de dire à la communauté des témoins de Jéhovah que son fils n'en fait plus partie, et ce jeune homme est, pendant ce repas, exclu du repas. On lui marque de manière extrêmement violente qu'il ne fait plus partie de la communauté. Donc on est, si vous voulez, dans un contrôle permanent qui peut conduire à ce type de situation. Alors, du point de vue de la pensée de l'enfant, de son autonomie, de sa capacité à réfléchir et à réfléchir en dehors de la communauté des témoins de Jéhovah, on a des choses absolument extraordinaires où, par exemple, on répète à un petit enfant qui a 5 ou 6 ans 10 fois la même chose. Et la 11e fois, on lui fait répéter ce qu'il a répété 10 fois, mais au moment où il le répète, on lui dit « Mais comme tu penses intelligemment, comme tu es intelligent », c'est-à-dire qu'on le pousse dans une logique, si vous voulez, qui est une logique de manipulation mentale, où du coup l'enfant a l'impression d'avoir pensé par lui-même quelque chose qui lui a été répété pendant une dizaine de fois. C'est-à-dire qu'il est pris dans un système complètement pervers, où sa pensée n'existe pas, où il n'a pas la possibilité de cette pensée. Et je pense que du point de vue de la santé mentale des enfants, c'est extrêmement dangereux. Alors,
Autre élément tout à fait important et qu'on retrouve dans la plupart des groupes et qui ont des effets sur la santé physique et d'abord sur la santé physique des enfants, c'est que dans tous ces groupes, les enfants consacrent énormément de temps à la prière, à la formation religieuse et au prosélytisme. Un enfant témoin de Jéhovah va consacrer à partir de l'âge de 8 ou 10 ans une vingtaine d'heures au groupe, ce qui est considérable si on rajoute ce temps au temps pendant lequel il est scolarisé. Dans un autre groupe où cette situation s'était présentée et que j'ai en mémoire, qui est la Citadelle, je reparlerai de la Citadelle, quand la gendarmerie est arrivée à arrêter le fonctionnement de ce groupe, un certain nombre d'enfants qui, dans ce contexte, arrivaient à bien travailler, je veux dire, quand l'emprise de la secte a cessé, la première réaction des enfants, ça a été d'être en échec scolaire, c'est-à-dire que tout d'un coup, ils pouvaient respirer, y compris sur le plan de la scolarité. Donc on est dans des situations complètement de déséquilibre où, du coup, je dirais, il n'y a plus le temps de l'enfance. Je veux dire, il n'y a plus le temps, par ailleurs, des moments où on peut jouer, etc., etc. Sur la scolarisation, monsieur le préfet Roulet vous a éclairé parfaitement sur cette fausse scolarisation qui nous met, je veux dire, face à un système complètement pervers. Et c'est une des difficultés que nous avons constamment avec le phénomène sectaire, c'est-à-dire qu'on a des systèmes de cache complet, je veux dire, ou y compris dans certaines situations, on ne sait même pas que les enfants existent. Au-delà, par exemple, des témoins de Jéhovah, vous le savez très bien, Monsieur le Président, par exemple, à Tabitha's Place, vous aviez des enfants qui n'avaient pas été déclarés à l'état civil. Donc comment voulez-vous que le système de protection de l'enfance puisse, au fond, fonctionner dans ce contexte ? Là, avec les témoins de Jéhovah et la question de la fausse scolarisation, on a l'impression que tout est clean, que tout est normal. Donc on est dans quelque chose, je veux dire, où si on ne fait pas un travail extrêmement fin, je veux dire, on ne voit rien et on ne repère pas la situation dans laquelle ces enfants sont pris. Sur la question de cette double scolarisation, autre élément du point de vue de la santé mentale de ces enfants, c'est que ces enfants vivent à ce moment-là dans une espèce d'obligation constante de dissimulation. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire pour un enfant, je veux dire du point de vue de la pression et de la pression morale dans laquelle il est pris, mais on est dans quelque chose de considérable. Autre élément que monsieur, sur la question de la scolarisation qu'il faut aussi indiquer, qui est extrêmement pervers, c'est que les parents, dès lors qu'un enfant est scolarisé, sont obligés d'indiquer aux enseignants leur appartenance. Et ça a pour fonction d'éviter toute socialisation en dehors de l'école, mais également aussi quelque chose que m'ont indiqué les jeunes adeptes, c'est que du coup, ça conforte la coupure dans laquelle ils se trouvent placés, et par ailleurs, et enfin, ils se sentent à ce moment-là rejetés et persécutés. Et selon la doctrine du groupe, je veux dire, ils sont à ce moment-là, quand on est, c'est une constante chez les témoins de Jéhovah, quand on est rejeté et persécuté, on est dans la vérité. Donc vous voyez le système. Vous pouvez brancher le micro. Poser une question. Le micro. Pardon. Monsieur Jancovici, là, sur le dernier membre de phrase, vous avez dit. Vous dites qu'ils doivent donner leur appartenance. Voulez-vous dire qu'ils le font d'eux-mêmes ou y a-t-il, parce que les souvenirs sont anciens maintenant, Monsieur le Président, mais un certain nombre quand on remplissait les fiches, de début d'année, certains enseignants demandaient la religion des enfants. Alors ça ne se fait sans doute plus, mais c'était relatif. On demandait l'adresse, on demandait la profession des parents et la religion dans toutes les écoles publiques, bien évidemment. Donc ça ne se fait plus. Mais je l'ai
vécu. Et donc on était. Alors est-ce que vous voulez dire que là il s'agit d'une démarche d'autopromotion, si j'ose dire, ou d'autodéclaration? Si j'ai bien compris ce que m'ont dit ces jeunes gens et jeunes filles, enfin parfois certains ont plus de 30 ans, je veux dire, c'est le groupe qui leur demande de dénoncer ça, dès l'école. J'arrive sur les questions de maltraitance qui sont importantes aussi, je veux dire. Alors, vous avez des situations isolées de maltraitance, je veux dire, un parent qui, je veux dire, comme dans tout groupe social, je veux dire, cogne sa fille, son fils, etc., etc. Mais vous avez aussi des situations de maltraitance qui sont induites non pas par le groupe en tant que tel, je précise bien que ça n'est pas la doctrine du groupe qui va pousser à ça, mais plutôt la volonté de la part de l'adepte d'appartenir au groupe et de montrer qu'il est un bon adepte, ou par exemple, durant les moments de prière, et en particulier dans ce qu'on appelle la salle du royaume, il y a une obligation pendant le temps de prière pour les petits qui assistent aux prières, de se tenir debout, silencieux, sans bouger pendant 2 à 3 heures. Donc vous avez des gamins qui ne tiennent pas, ce qui est normal, je veux dire. Et on peut dire même, je veux dire, du point de vue comme ça, d'une conception autour des questions de maltraitance, que demander à un enfant de rester debout, sans broncher, sans bouger pendant 2-3 heures, il y a déjà de la maltraitance. Je veux dire, il y a déjà. Mais ce qui se passe à ce moment-là, quand les enfants s'agitent, vous allez avoir des mères qui ne supportent pas, littéralement, que les enfants se mettent à bouger. Et vous avez, ça a été évoqué massivement par le groupe, le petit groupe d'ex-adeptes, vous avez des mères qui récupèrent leurs enfants pendant l'office, qui les amènent au fond, parce qu'il y a des petites salles derrière, et les enfants reçoivent des fessées, je veux dire, et c'est extrêmement violent. Et vous avez des mères, semble-t-il, qui perdent toute contenance, je veux dire. Alors, ça n'est pas, je le souligne, ça n'est pas dans la doctrine. Vous avez des groupes, par ailleurs, et je crois qu'il faut le signaler, où ça a été le cas, par exemple, dans le groupe La Citadelle, où le gourou dit aux parents, votre petit est un petit pervers, il veut rien apprendre, et une mère de famille m'a fait ce témoignage après 3 heures d'entretien. Elle m'a dit, j'ai battu pendant 7 ans, 2 fois par jour à coups de ceinturon mon fils. Quelques années après être sortie, elle s'est demandé ce qu'elle avait fait. Je veux dire, parce qu'on voit bien qu'il y a le temps de la réalisation. On n'est pas dans ce domaine-là. Mais ce que je constate, si vous voulez, c'est que très souvent, au fond, je veux dire, sans que ce soit lié à la doctrine, le contexte sectaire est propice à des pratiques de maltraitance. Et je m'en expliquerai tout à l'heure. Je donnerai l'explication, je veux dire, sur comment on peut comprendre, si vous voulez, au-delà du phénomène sectaire, ces situations. Alors, sur la question... Tout de suite. Autant le dire tout de suite. Non, je termine, je vais vous le dire, je termine sur les histoires d'abus sexuels et je reviens, je vous donne ces éléments. Alors, ce que je dis, si vous voulez, ce que je dis, Monsieur le Président, n'est pas systématique. Il y a, par exemple, j'ai rencontré un jeune homme, effectivement, dont les parents étaient membres de ce groupe depuis 4 générations, et du fait de cette appartenance longue, sa mère n'avait pas besoin de prouver qu'elle était un bon témoin. Et du coup, il m'a dit, je n'ai jamais été battu. Vous voyez, donc on a des situations différentes, mais qui sont liées à la question des appartenances. Agression sexuelle. Il y a des groupes qui prônent l'inceste, je veux dire, mais ils sont minoritaires, je ne rentre pas. Dans le recueil que nous avons fait, je vous l'ai dit au début de mon intervention, 4 jeunes gens avaient été victimes d'agressions sexuelles. Je veux dire, ce qui est considérable puisque c'est un groupe constitué de manière aléatoire, même si c'est un groupe constitué par des victimes, des témoins de Jéhovah. J'ai posé la question de savoir si, à leur connaissance, ces situations étaient assez fréquentes. M'a été indiqué que les situations d'agression sexuelle, je n'ai pas la possibilité de vérifier,
sont fréquentes dans ce groupe. Une émission de télévision que je pourrais vous communiquer, Monsieur le Président, et que je pourrais communiquer à votre groupe, qui a été réalisée par la télévision suédoise, qui a fait l'objet d'une procédure des témoins de Jéhovah en Suède pour faire interdire cette émission et sur lequel la justice suédoise a rejeté, montre au fond comment ces situations sont. C'est un document tout à fait intéressant, il a été retraduit en français pour être diffusé dans la télévision suisse, montre comment ces situations sont très fréquentes. Elle montre aussi comment, au fond, ces situations sont déniées par ce type de groupe et comment aucune aide n'est apportée aux victimes, en particulier quand une jeune fille ou un jeune homme a été victime de ce type d'agression, je veux dire, on lui donne une petite brochure, un article de la Bible, etc., etc. Et ce que dit, alors sous toute la réserve de ce document de la télévision suédoise, dont je n'ai pas de raison d'invalider au sens même où il y a eu cette procédure judiciaire, il nous est indiqué en particulier dans ce document que les victimes qui souffrent trop, etc., sont à ce moment-là rejetées par le groupe. Je veux dire, alors, vous avez aussi, du point de vue des agressions sexuelles, cette justice parallèle, il faut bien employer le terme, que sont les comités judiciaires, dont la légalité mériterait d'être soulevée. Alors, je termine mon exposé pour donner ces explications. Nous sommes, avec les sectes, et quelles que soient les sectes, dans des systèmes clos. Et les spécialistes des questions de protection de l'enfance, au-delà de la question des sectes, je dis bien au-delà de la question des sectes, savent depuis longtemps, l'ont écrit, l'ont démontré, etc., que tous les systèmes clos, sont le support de fonctionnements pathologiques susceptibles d'entraîner de la maltraitance et des abus sexuels. Ce que je veux dire, ce n'est pas la doctrine en tant que telle qui est à l'origine, si vous voulez, de ces dysfonctionnements, c'est la forme organisationnelle et c'est la clôture. De la même façon que, par exemple, dans les affaires d'inceste, la plupart du temps, les spécialistes de la protection de l'enfance reconnaissent, si vous voulez, que s'il y a eu inceste, c'est que la famille vivait sous le régime d'un système clos. Les systèmes clos sont pathologiques. Madame Brisset, l'année dernière, à qui je rapportais le travail que je menais, le défenseur le défenseur des enfants, l'ex-défenseur des enfants, à qui je rendais compte un peu de l'avancée de mon travail. Je n'avais pas encore moi-même formalisé cette question autour des systèmes clos. M'a dit, Monsieur Jancovici, vous êtes devant des systèmes clos. Elle a eu cette parole limpide, je veux dire, et elle m'a dit, tout système clos est pathogène. Je ne me permettrai pas... Ne vous laissez pas distraire, monsieur Jancovici. Continuez. Et de ce point de vue, si vous voulez, comment dirais-je, si on part de cette hypothèse, et si on revient à une question qui m'est souvent posée, est-ce qu'il y a des sectes qui sont moins dangereuses que d'autres ? La réponse que je peux apporter de la part de mon département ministériel, c'est qu'à partir du moment où on est face à un système clos, toute secte est en soi dangereuse. Toute secte, je veux dire, même la plus, apparemment la moins nocive. Alors je conclus. Je conclus sur deux choses. L'ancien président du tribunal pour enfants de Paris, M. Bruel, recevait régulièrement en audience de cabinet les enfants qui devaient être opérés, les enfants témoins de Jéhovah qui devaient être opérés.
et pour lequel l'opération n'était pas dans l'urgence, et donc il y avait possibilité d'une audience de cabinet, et pour lequel les familles étaient comme violemment opposées à l'idée même de la transfusion. M. Bruel m'a dit qu'à chaque fois, il a été amené à prendre des décisions permettant la transfusion, et qu'il avait le sentiment qu'à chaque fois, la chose est importante, les familles étaient soulagées. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il semble, si vous voulez, du point de vue des inquiétudes que nous pourrions avoir sur ces histoires, que de ce point de vue, si l'autorité publique intervient comme un tiers avec des parents qui ne peuvent pas faire autrement que d'être les relais du groupe, je veux dire, nous pouvons aider les parents. Alors, sur la question de la prise en charge, nous sommes dans une problématique de situation à risque. On est dans une situation où il faut faire une évaluation. Et de ce point de vue-là, au fond, il faut faire des évaluations au cas par cas. Et il ne faut pas faire des évaluations au fond, par rapport à la seule appartenance. On est à ce moment-là travaillant sur le cas par cas. Et c'est la question que l'un d'entre vous posait par rapport à la question des assistantes maternelles. On rejoint le droit commun, je veux dire, et qu'à cet égard, je dirais qu'on est, au fond, à ce moment-là, dans des strictes compétences du système de protection. Je crois, de ce point de vue-là, et j'en terminerai par ce point, au-delà, et compte tenu de ce que je décris de la situation des enfants, c'est que l'application de l'article 375 du Code civil, qui est l'article princeps sur ces histoires, ne peut et ne doit connaître aucune exception dans ces situations. Merci, Monsieur Jancovici. Je ne pense pas que vous ayez été suffisamment précis sur un point qui me paraît important. Donc, si vous pouvez expliciter ce que vous avez dit à propos des assistantes maternelles. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que pour obtenir un agrément par la DAS, est-ce qu'une assistante maternelle, vous devez rechercher s'il n'a pas une appartenance à un groupe communauté sectaire? Est-ce que c'est possible selon la loi républicaine? Est-ce que vous avez une vigilance là-dessus? C'est bien ça dont vous parlez? Alors, j'ai fait référence... L'agrément des assistantes maternelles. Nous avons eu des demandes du président du Conseil général de l'Hérault, je crois, en 1997, parce que le président du Conseil général de l'Hérault était inquiet au sens même où lui arrivaient des demandes de personnes appartenant aux témoins de Jéhovah. Je ne sais pas dans quelles circonstances il l'a su, et donc sa question, c'était est-ce que je peux ou non refuser un agrément? Or, toute la problématique développée par les juridictions administratives en particulier, et le Conseil d'État, c'est qu'on ne peut en France prendre une décision quelle qu'elle soit au seul vu de l'appartenance. Il faut, de ce point de vue, j'allais dire, partir de l'appartenance, je veux dire, et se demander si, éventuellement, compte tenu de cette appartenance, la personne qui demande à bénéficier de ce statut a un mode de pratique qui est conforme aux pratiques du domaine dans lequel elle veut exercer, soit comme assistante maternelle, soit en adoptant un enfant. C'est au vu de la pratique, de sa capacité... Parlez concrètement, monsieur, si vous permettez, monsieur Jancovici, je ne suis pas sûr qu'on vous comprenne toujours. Ça veut donc dire que vous posez la question clairement à une candidate à l'agrément d'assistante maternelle si elle est pour ou contre la transfusion sanguine, c'est cela? C'est pas interdit. Comment? Ça n'est pas interdit. Ça n'est pas interdit. Ça n'est pas interdit de le poser la question. Non, mais oui, soyez très précis, qu'on comprenne bien. Ça n'est pas interdit de le poser. Donc, mais ce qui va être, Monsieur le Président, ce qui va être aussi pris en compte, c'est, par exemple, par rapport à des parents qui souhaitent adopter, c'est la capacité de ces parents d'offrir des conditions de vie propres à permettre l'épanouissement d'un enfant. Si on s'aperçoit que, par exemple, si vous voulez, cette question de l'épanouissement, elle est valable. Je veux dire, on va se retrouver avec des questions qu'on va poser à tout candidat, je veux dire,
à l'adoption. Je veux dire, est-ce que Monsieur X ou est-ce que Madame Y est capable de s'occuper pleinement d'un enfant, d'offrir un cadre comme, je veux dire, tout parent doit en offrir, je veux dire. Et si on s'aperçoit qu'à un moment, au fond, compte tenu d'une problématique sur la question effectivement du sang ou de la transfusion, le parent va être réticent, etc., à ce moment-là, les conseils généraux peuvent se dire « je ne peux pas confier à Monsieur X ou à Madame Y cet enfant, parce que si un jour il y a opération, je veux dire, la vie de l'enfant, je veux dire, risque d'être mise en danger. Et à ce moment-là, si le Conseil général ne faisait pas, sa responsabilité pourrait être engagée. Il est responsable, je veux dire, dans le fait qu'un enfant va être confié. Donc, il doit s'assurer des capacités de la problématique du demandeur. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'énoncé même, dans l'énoncé même de sa décision, aucune décision ne peut être prise en disant explicitement nous refusons l'agrément parce que monsieur ou madame un tel est témoin de Jéhovah. Et de plus même, je complète, alors même que la semaine précédente, les conseils généraux auraient examiné une demande faite par quelqu'un qui est témoin de Jéhovah, l'auraient refusé, les conseils généraux ne pourraient pas prendre appui sur la décision précédente pour refuser, c'est au cas par cas. Et travaillant au cas par cas, si vous voulez, on n'est à ce moment-là pas en train de sanctionner une appartenance. C'est des situations particulières, je veux dire, sur lesquelles on a à se prononcer. Oui, merci M. Jancovici de le rappeler parce que probablement un certain nombre d'élus nous écoutent et je pense qu'il est important d'insister sur cette affaire, d'autant plus que je crois qu'il y a eu des décisions du Conseil d'État sur le sujet qui ont clairement identifié dans quelles conditions, justement, des conseils généraux pouvaient refuser l'agrément, comme vous le dites très précisément, au cas par cas, mais il était bon de le rappeler. Oui. Nous avons adressé en 98 ou 99 une note à l'ensemble des présidents de conseils généraux sur cette question pour leur donner des éléments, en même temps que nous répondions au président du Conseil général de l'Hérault, compte tenu qu'on avait fait ce travail, on l'a diffusé à l'ensemble des conseils généraux. Oui, la précision est utile. Il n'en reste pas moins que ce sont des affaires très difficiles à traiter et que pour un certain nombre de conseils généraux, la situation n'est pas toujours très claire. Ceci dit, merci pour votre intervention, Monsieur Jancovici. Je voulais quelques éléments plus précis. Vous parliez tout à l'heure d'une organisation bien connue. Vous disiez que dans cette organisation, il y avait à peu près 45 000 enfants concernés. Est-ce que vous pouviez nous apporter un chiffre un peu précis concernant l'ensemble des organisations sectaires? Est-ce que on est proche des chiffres annoncés tout à l'heure par M. Roulet de 55-60 000 enfants? Quelle est, votre appréciation en tant que ministère de la Santé sur cette situation? Première demande de précision. Ensuite, on a parlé tout à l'heure de la problématique de l'aide aux victimes, notamment l'aide soit des mineurs aujourd'hui ou des anciens mineurs devenus majeurs. Comment qualifieriez-vous aujourd'hui la situation, vous, ministère de la Santé, par rapport justement à l'étude que vous avez faite et à la connaissance que vous avez de ces situations? Voilà les quelques précisions que je voulais vous demander. Alors, sur les victimes, il y a un élément, si vous voulez, qui est essentiel, c'est que dès lors qu'un adepte quitte un groupe, il n'est pas libéré de ce groupe, au sens même où il continue à être marqué par les catégories qui l'ont fabriqué. Je donne un exemple. Un ancien, par exemple, témoin de Jéhovah qui a quitté le groupe des témoins de Jéhovah a l'impression, en se socialisant à nouveau, je veux dire, qu'il est en train de fréquenter le monde de Satan, je veux dire, le monde marqué par Satan, qu'on lui a décrit. C'est-à-dire que, alors qu'il est en train de venir dans notre direction, il a le sentiment, au fond,
de fréquenter des gens dangereux. Je vais préciser ma question, qui est encore une fois très pratique. Oui, oui. Par rapport à... Il existe un certain nombre de dispositions d'aide aux victimes, en général. Oui. Par rapport à ce qui existe aujourd'hui dans notre pays, par rapport à ces anciens mineurs devenus adultes, est-ce que notre système n'est pas justement perfectible et ne laisse pas trop ces victimes d'organisations sectaires un petit peu, je dirais, à elles-mêmes? Alors, écoutez, comment dirais-je, si je comprends précisément votre question, sur la question de la prise en charge, c'est de ça dont vous parlez, c'est une question sur laquelle nous avons, il y a quelques années, travaillé en expérimental, en finançant pendant 3 ou 4 ans un centre de la région parisienne. Nous sommes en train d'étudier, enfin le ministère de la Santé, plus particulièrement la Direction générale de la Santé, est en train d'étudier la manière dont on pourrait mettre en place sur l'ensemble du territoire des systèmes de prise en charge des victimes. Parce qu'il est évident qu'en ayant... Ce seraient des systèmes spécifiques de prise en charge pour les victimes d'organisations sectaires. Alors, c'est un élément qui est en discussion au sein de la Direction générale de la Santé. Est-ce qu'il faut prendre en charge ces victimes par le dispositif de santé mentale, le dispositif de droit commun, ou demander au dispositif de droit commun de créer, j'allais dire, des antennes spécifiques? C'est une question qui est actuellement... Alors, question, qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que praticien? Alors, 2 choses, monsieur le rapporteur, 2 choses différentes. Je pense qu'il y a nécessité d'une culture très spécifique sur la question des victimes de sectes. Je pense que la plupart des thérapeutes n'ont aucune représentation, au fond, de ce qui se passe et des processus dans lesquels sont pris les adeptes, et que de ce point de vue-là, je veux dire, il faut, enfin, quel que soit, si vous voulez, la formule auquel on aboutira, il faudra former ces thérapeutes à une culture sur le phénomène sectaire. Il faudra aussi que les quelques personnes qui ont réfléchi sur la manière dont on forme, entre guillemets, les adeptes, qu'on puisse les communiquer. Donc, je veux dire, je pense que dans l'état actuel, tout praticien n'est pas forcément capable de travailler ces questions, qui sont des questions difficiles. Et par ailleurs, je pense qu'il faudrait sans doute éviter d'inscrire des prises en charge dans ce qu'on... Alors, je parle à titre personnel, je n'engage pas la direction compétence et la direction générale de la santé. Je n'ai pas compétence donc je parle presque à titre privé, enfin non pas à titre privé, je parle au nom de mon ministère, ayant une compétence sur ces questions, mais pas une compétence sur le champ santé mentale. Je pense qu'une problématique qui serait une problématique de type victimologique serait sans doute une erreur. Je veux dire, parce que en particulier, les victimes ont été prises dans des positions extrêmement compliquées, je veux dire, où parfois, et à leur détriment, ils n'ont pas simplement été victimes, mais ils ont participé à des pratiques pour lesquelles d'autres personnes ont été victimes. Donc si je résume, vous êtes plutôt favorable, vous n'êtes pas favorable plutôt à un système spécifique de prise en charge, mais par contre à une intention particulière, notamment dans la formation des thérapeutes, sur ces phénomènes sectaires. Tout à fait. Et avec et avec un élément tout à fait important qui serait qu'on ait un recueil sur les situations en termes de santé mentale dans lesquelles se trouvent prises les ex-adeptes, sur un recueil aussi du travail thérapeutique, je veux dire, qui s'est fait de façon à permettre, j'allais dire, de développer ce qu'on pourrait appeler une clinique, je veux dire, une clinique du fait sectaire. Vous m'aviez posé une autre question, je l'ai oubliée, monsieur. Oui, c'était une question de précision sur le nombre. Je sais qu'il est très difficile d'avoir un nombre exhaustif. Il y a un élément, si vous voulez, qui a permis au ministère de donner un chiffre précis sur les enfants élevés dans le contexte témoins de Jéhovah, c'est que les témoins de Jéhovah ont fait faire une enquête
une enquête, et dans lequel ils disent, par un organisme de sondage, je crois que c'était en 97 ou 98, dans lequel ils disent que les trois, donc je reprends leur énoncé, que les 3/4 des adeptes, des témoins de Jéhovah ont des enfants. Et donc nous avons pris cet élément en supposant à minima que dans ces familles il y a un enfant. En général, il y a plus qu'un enfant, mais enfin. Et donc, nous sommes arrivés au chiffre de 45 000. Pour les autres groupes, scientifiquement, on peut pas dire. Je pense qu'il y a plusieurs dizaines de milliers d'enfants. Je pourrais vous dire 35 ou 40 000, mais je veux dire, il y a un nombre considérable. Surtout si on prend, par ailleurs, alors une question qui n'est pas prise en compte par la mission interministérielle et que je ne prends pas en compte dans mon dénombrement, mais qui est une question sur laquelle se posent des questions de santé très, très importantes, c'est la question des enfants vivant dans des communautés, disons, intégristes, quelle que soit la religion du livre considérée, où là, il y a aussi énormément de monde. Donc, si vous voulez, si on prend cet ensemble, je dirais qu'on est à ce moment-là peut-être très facilement au-delà de 100 000. Mais encore une fois, en tout cas, on est sur des chiffres qui, en termes de protection des enfants, posent une question, je dirais, politique. Politique en termes de protection des enfants. Quels sont les problèmes de santé que vous constatez dans ces mouvements à caractère intégriste ? À quoi vous faites allusion en particulier ? Mais c'est les mêmes, si vous voulez. C'est que la capacité de développement des enfants, leur capacité à être des êtres vivants, je veux dire, réellement, et je remercie infiniment les victimes que j'ai rencontrées, des témoignages qui nous ont apportés, ça a été tout à fait important. Ce sont des gens atteints dans leur capacité vitale. Je veux dire, ce sont des gens, je veux dire, qui ont aucune énergie vitale. Je veux dire, ce sont des gens, il y a quelque chose de, je veux dire, ce sont des gens de grande qualité, je veux dire, de grande qualité, mais en même temps qui présentent, du point de vue de leur vitalité, quelque chose de parfaitement pathétique. Je veux dire, quand des choses apparaissent, je vais vous donner un exemple, Monsieur le Président, qui vous montre dans quel état psychologique se trouvent ces personnes. Un des jeunes adeptes qui avait fait une thérapie assez longue, au moment où sa thérapie se terminait, tout d'un coup, il m'a dit, j'ai eu une surprise un jour. Je me suis rendu compte que pour la première fois de ma vie, j'étais en train de penser. Et il nous a dit là aussi la chose suivante, que ses propres pensées, alors qu'il était sorti du groupe et qu'il commençait à penser, je veux dire comme si on était dans des interdictions de penser, il les mettait dans son ordinateur sous des caches. Vous savez, on peut planquer. C'est-à-dire qu'au fond, pour lui, penser, c'était quelque chose d'interdit et de dangereux. Donc, quand on a au fond, des jeunes gens qui sont pris dans ces espaces-là, je veux dire, on est dans des choses extraordinairement dangereuses. Alors, un exemple aussi pour rejoindre les questions de santé qui sont aussi une des préoccupations. On voit bien que, je veux dire, les groupes font des propositions autour des... Enfin, je vais vous donner un exemple qui, moi, m'a frappé. Il s'agit d'une jeune femme qui avait 35 ou 40 ans et dont la problématique, si je puis dire, était qu'elle était en difficulté pour avoir un enfant. Elle rencontre, et ça ne se passe pas en France, ça se passe en Belgique, elle rencontre dans une soirée privée une femme qui se présente comme thérapeute. À la fin de la soirée, la femme lui dit vous pourriez venir chez moi, je vous prendrai comme patiente. Et donc elle va commencer, après cette rencontre singulière et qui est interdite, en principe, un praticien, je veux dire, ne sollicite pas des patients, encore moins dans des rencontres privées. Elle commence une thérapie avec cette femme, et au bout de 3 séances de thérapie, elle dit à cette femme, à cette thérapeute entre guillemets, qu'elle essaye d'adopter un enfant, qu'elle n'y arrive pas, etc. Et je ne sais par quelle manière
donc ça se passe en Belgique, cette femme va lui permettre d'accéder à une adoption. Donc elle a une enfant, elle l'a adoptée et elle part à ce moment-là, c'est le thérapeute qui lui dit à propos, j'ai un groupe, je sais pas quoi, ça se passe en Espagne, j'ai oublié le nom du groupe, ils partent en Espagne et au bout de 3 semaines, cette psychothérapeute Gourel, parce qu'elle était Gourel, va alors démontrer à cette femme qui a adopté qu'elle est une mauvaise mère. Or, précisément, toute la problématique de la femme en question, c'est qu'elle avait une difficulté à être, j'allais dire, mère, mère, et a fortiori, on est en train de lui démontrer elle s'écroule, littéralement, et à ce moment-là, elle décide d'abandonner sa fille au groupe. Elle quitte l'Espagne, retourne en Belgique, et au bout de 15 jours, elle se dit « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Et ce qu'elle a fait, c'est qu'entre-temps, elle a fait un testament où sa fille adoptive est son héritière, sa fille adoptive est restée dans le groupe, et elle se dit « S'il m'arrive quelque chose, et il peut m'arriver quelque chose, c'est le groupe qui va y hériter. » Donc on voit bien qu'il y a une espèce de dynamique, de manipulation, et en même temps quelque chose d'ignominieux à l'égard de cette femme, qui passe par cette difficulté à adopter. Alors je cite cet exemple parce qu'avec Raël, et en particulier des histoires autour du clonage, on retrouve toute cette problématique. Donc on a une multitude de propositions en matière de santé qui sont faites sur des situations dans lesquelles des personnes peuvent être en difficulté. Au ministère de la Santé, nous sommes actuellement très inquiets par le développement des sectes sur le champ santé. Est-ce que je peux me permettre, avant de passer la parole après à Jacques Millard qui l'a demandé, prenez cet exemple et je voudrais revenir sur le plan périnatalité qui a été mis en place. Dès le 4e mois de la grossesse, la future maman donc a un entretien avec une sage-femme ou un médecin pour justement dépister des éventuelles fragilités psychologiques. Est-ce que vous avez au ministère déjà un certain nombre d'évaluations de cette pratique, notamment pour des femmes qui auraient été victimes éventuellement de prosélytisme? Est-ce que vous avez des premières indications? Alors, bien que je représente dans sa totalité le ministère de la Santé et des Solidarités, mais aussi le ministère de l'Emploi, de la Cohésion sociale, etc., j'ai une fonction transversale sur ces 2 départements ministériels. Je ne connais pas tous les dossiers, ni de la DGS, ni de la DOS. Donc, il serait, à mon avis, tout à fait important que sur certaines questions très précises du champ de la santé, vous puissiez voir la personne qui suit les dérives sectaires sur ce domaine, qui s'appelle Monsieur Sachs. Je crois qu'il y a actuellement, en tout cas pour aider les professionnels, création d'un guide méthodologique. Je crois que c'est en train de s'élaborer, c'est tout ce que je peux... Mais il y a une surveillance, à mon avis, autour de ces questions. Alors, il y a d'autres questions aussi qui sont dramatiques. On a le développement de micro-pratiques, si vous voulez, sur des maladies sur lesquelles la problématique de survie est infime, en particulier le cancer. On a, par exemple, fait un travail de repérage. Il y a un personnage qui a été condamné par les tribunaux qui s'appelle le docteur Amer, que vous connaissez. Il a aujourd'hui, on peut l'estimer, vous savez, ses premiers élèves ont créé leur propre école. Et puis, sous ces premières écoles, d'autres écoles ont été créées. On peut estimer qu'aujourd'hui, sur la question du cancer, vue à travers la méthode Amer, on a aujourd'hui sur le territoire français, au minimum, 700 praticiens, praticiens entre guillemets, ça peut être, quelle que soit la profession, un charcutier, j'ai beaucoup de respect pour les charcutiers, qui est devenu thérapeute, une ancienne assistante sociale, voire un médecin qui a récupéré la méthode Amer. On a 700 praticiens, si vous voulez, inspirés de la méthode Amer. C'est un chiffre à peu près sérieux, si vous voulez, dans une première exploration, en contact avec le public. Donc on a, si vous voulez, aujourd'hui, des questions importantes en matière de... Quoi la méthode Amer? Si vous pouvez le rappeler aux membres de la commission.
Alors, je vais... Sans nécessairement prendre vos notes de mémoire. Écoutez, c'est en gros des choses où, comment dirais-je, on considère qu'il y a, comment dirais-je. Alors, Amer dit que le cancer naît d'un choc lié à un très grand isolement, et que ça touche une région spécifique du cerveau. Et alors, partant de là, il va expliquer un certain nombre de choses. En particulier, il va dire qu'une chimio va entraver le processus naturel de guérison, que si la masse cancéreuse augmente, par exemple, c'est bon signe. Donc, vous avez ce genre de choses. Et que, de façon à couper le patient d'un éventuel contact avec d'autres thérapeutes, que la médecine classique est susceptible de provoquer des chocs psychologiques secondaires causant des métastases. Donc on a, si vous voulez, tout un discours, je veux dire, qui en même temps va renforcer l'isolement du patient et surtout, je veux dire, et c'est ça qui est dramatique, et c'est sur ces questions que le ministère commence à travailler, qui va interdire, entre guillemets, que le patient puisse, au fond, être traité de manière classique avec une probabilité variable, mais d'être sauvé. Et enfin, dernier élément, des interdictions de fréquenter tel membre de la famille, etc., etc. Donc vous avez des choses importantes qui sont en train de se développer. Le préfet Roulet, tout à l'heure, parlait de la question de l'Internet. Vous avez sur l'Internet, aujourd'hui, par exemple, des propositions, j'allais dire, et des méthodes qu'on ne connaissait pas la semaine dernière. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui ce que j'appellerais des délirants, je veux dire, qui tout d'un coup, dans une famille comme la méthode Amer, va créer sa sous-méthode en y rajoutant son grain de sel. Donc vous avez une floraison de propositions, et en particulier quelque chose que j'ai repéré, qui est la méthode dite NAET, qui est une méthode qui traite les allergies alimentaires. Alors quand vous regardez, c'est intéressant. Alors le tragique aussi dans ces questions, c'est qu'on a une partie de la population française dont le chiffre, je veux dire, n'est pas négligeable, qui, dans des contextes où les gens se sentent, comment dirais-je, avec des problèmes, des situations dramatiques, etc., se soignent en consultant l'Internet, vont à la recherche de solutions. Et donc, vous avez, je suis tombé sur cette méthode NET, sur des échanges de correspondance, enfin entre les gens. Et on voit bien qu'il y a tout d'un coup, j'allais dire, un système parallèle de santé qui se met en place. Et que ce système, par ailleurs, il peut aussi, je pose cette question, par rapport à la question, toucher des enfants. Vous avez aussi, dans ces situations où, par exemple, les problématiques de soins n'apportent pas des réponses de façon systématique, la psychose, etc. Je veux dire, vous avez des propositions de soins que des parents désespérés, je veux dire, vont accepter. Et du coup, ils vont être dans cette emprise-là. Merci. Monsieur Jacques Miard, s'il vous plaît. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur, vous avez fait allusion à deux sectes, dont une avait déjà défrayé la chronique dans le passé, la Citadelle, et l'autre que je ne connaissais pas, parce qu'effectivement, ça pullule. Tabitas Place, c'est ça ? Place, oui, ça doit être chez les Saxons. Alors, vous avez dit notamment sur celle-ci qu'il y avait un tas d'enfants qui n'étaient pas déclarés à la naissance. Vous pouvez me donner quelques précisions de plus. Maintenant, ce que vous avez dit sur le système clos et sur notamment le quasi-lavage de cerveau du groupe qui va déstructurer ou plus exactement structurer ab initio un esprit humain et ensuite, sorti du groupe, cette personne est complètement désorientée. C'est un phénomène bien connu de tous les totalitarismes qu'on a soit dans les camps de concentration, soit dans les systèmes dictatoriaux
type nazisme, communiste, etc. Donc ça a été étudié. Est-ce que ce côté-là, pour justement restructurer les gens, parce qu'il y a là encore, il y a eu un certain nombre d'études de fait, vous êtes rapproché, on pourrait le dire, par exemple, carrément des militaires qui savent de quoi ils parlent dans ce domaine-là et de la manipulation des cerveaux pour essayer de mettre en place, parce qu'ensuite il faut mettre en place une sorte de cursus de restructuration. Est-ce que votre ministère a eu des contacts avec les militaires dans ce domaine-là ? On n'en a pas eu, mais on a eu pendant un temps des contacts avec une thérapeute. On n'a pas continué avec elle, mais qui avait une expérience des gens ayant été torturés, par exemple. Hein, donc dans des systèmes de proximité, vous voyez, sur ces questions. On n'a pas eu spécialement de contact avec l'armée, hein, je veux dire. Mais il y a une culture sur ces choses. Je vous remercie en tout cas de nous donner cette piste de travail. Alors, sur Tabitha's Place, c'est une communauté où il y avait une 60aine d'enfants. Hein, je veux dire. Et toute la difficulté... Alors, on a eu plein de difficultés. Je veux dire, c'est une communauté sur laquelle il y a encore aujourd'hui énormément d'interrogations, avec une difficulté qui est une difficulté essentielle, c'est que chaque fois que les services sociaux, j'allais dire, vont prendre en charge les enfants, vont faire appliquer la loi, les dirigeants de la communauté, comment dirais-je, expatrient les enfants vers d'autres pays. Hein. Donc on a cette difficulté. Cette communauté, autant que je m'en souvienne, se trouvait d'abord en Allemagne. Hein. Et c'est parce que les Allemands, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, avaient une politique plus comment dirais-je, plus adaptée à ces situations qu'on découvrait nous-mêmes en France, que cette communauté qui était en Allemagne est venue s'installer dans les Pyrénées. Et actuellement, je crois qu'ils sont pour partie en Espagne. Et dans les premières enquêtes, la gendarmerie a été obligée, parce qu'on ne savait pas combien il y avait d'enfants. Hein, on ne savait littéralement pas combien il y avait d'enfants, notamment à cause de cette question, si vous voulez, de la dissimulation des enfants par la non-déclaration à l'état civil. Alors, je veux dire, on est dans c'est le problème avec le phénomène sectaire, c'est qu'on est face à des groupes qui, au fond, ont des pratiques tellement éloignées des nôtres que rien ne vient, au fond, n'est susceptible de nous amener à nous poser les bonnes questions, alors même qu'ils sont dans des pratiques hors la loi, hein, sauf qu'on n'a pas de signaux. Hein. Tabitha's Place, pour savoir combien il y avait d'enfants, la gendarmerie a dû venir un jour et fouiller bâtiment par bâtiment, hein, sous-sol par sous-sol, pour voir combien il y avait d'enfants. Et à cette occasion, la gendarmerie et les services sociaux, je parle de mémoire, hein, peut-être que ce n'est pas tout à fait exact, mais ont découvert que face à cette investigation de contrôle de la santé des enfants, les enfants avaient été littéralement cachés. Hein. Il a fallu une véritable perquisition, si je puis dire, pour découvrir ces enfants. La citadelle, c'est laquelle ? Parce que c'est celle où il y avait quelques enfants, parce que là, il n'y en avait pas énormément, mais il y a eu quelques enfants. Je ne crois pas qu'il y en avait énormément. Moi, j'ai rencontré une mère et ses enfants qui avaient été à la citadelle. Je crois, de mémoire, il y avait une dizaine d'enfants. Et le gourou, c'est un gars qui avait des intérêts au Japon, c'est ça, non ? J'ai oublié, monsieur. J'ai oublié. Question de M. Guy Geoffroy. Oui, vous avez évoqué, avec des détails assez saisissants, un certain nombre de témoignages d'anciens adeptes, d'anciens jeunes adeptes. Est-ce que on peut dresser un tableau symptomatique des raisons et des conditions qui ont permis à ces anciens adeptes de quitter la secte et par la même occasion de se faire connaître et de participer aux travaux d'investigation que vous avez menés? Alors, premier élément, je pense que quand un adepte quitte,
hein, je veux dire. Alors, premièrement, je veux dire, aussi curieux que ça puisse paraître, certains conservent un idéal de secte. J'ai rencontré, je m'en souviens, il y a une quinzaine, ça fait 15 ans que je travaille sur ce sujet. J'ai rencontré un jeune adepte, enfin, il était plus jeune à l'époque, qui était dans l'espérance que quelque part, il était à la scientologie, il y avait une bonne scientologie, hein, que la scientologie qu'il avait rencontrée était une mauvaise scientologie. Donc vous avez des adeptes qui font ce qu'on appelle des tours de secte. Hein. J'ai rencontré une secte, celle-ci ne me convient pas, hein, je vais dans un autre groupe. Hein. Donc vous avez cette situation qui montre que du côté des adeptes, il y a de la souffrance pour avoir besoin, quel que soit ce qu'on a vécu de négatif, d'aller retrouver un autre groupe. Alors l'autre élément, c'est que les adeptes sortant de sectes ne se précipitent pas immédiatement vers les associations, hein, je veux dire. Quant aux raisons qui les amènent à quitter, comment dirais-je, c'est un moment où les choses s'éclaircissent pour eux. Je vous donne une situation, justement rencontrée dans ce groupe. C'est un homme d'une trentaine d'années, dont la famille était témoin de Jéhovah depuis 3 ou 4 générations. Le père est doit être opéré, et à cette occasion, alors qu'il était témoin depuis 3 ou 4 générations, il va accepter la transfusion. Hein. Et ce faisant, les anciens, c'est la structure, je veux dire, de contrôle, va venir le mettre en garde en lui disant si tu quittes, tu vas être exclu, etc., etc. Enfin, je veux dire, une injonction. Alors, on a des problèmes aussi en milieu hospitalier. Je veux dire, c'est aussi une question sur laquelle il faudrait travailler. C'est-à-dire qu'on a un groupe de près de 250 personnes, hein, je veux dire, qui sont des permanents, des comités de liaison hospitaliers, hein, qui sont présents sur tout l'espace hospitalier français et qui peuvent intervenir dès lors qu'il y a un adepte. Moi, je ne sais pas ce que ça pose du point de vue de la laïcité. Enfin, ça pose toute une série de questions. Toujours est-il que il est exclu, hein, et il est opéré, et quelques semaines après l'opération, ce monsieur va décéder. Et au moment de l'enterrement, ce jeune homme, hein, je veux dire, enfin, il avait une vingtaine d'années à l'époque, se retrouve seul devant le corps de son père. C'est-à-dire que comme ils appartenaient, si vous voulez, depuis 3-4 générations aux témoins de Jéhovah, que la famille entière était témoin de Jéhovah, que les amis, l'ensemble des amis étaient témoins de Jéhovah, personne ne va venir le jour. Donc il y a un moment où tout d'un coup, il va se questionner. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tout d'un coup, trop c'est trop. Hein. Donc il y a ces moments de décrochage. Hein. Il est vrai, et moi je pense que par ailleurs du point de vue clinique, hein, je veux dire, c'est une des questions qui serait intéressante et qu'on n'a pas encore abordée, hein, je veux dire, c'est à quelles conditions les gens partent. Je dis qu'on n'a pas abordé au sens où ça permettrait, Monsieur le Président, aussi de construire peut-être ce que l'État n'a jamais fait, sur lequel une politique volontariste, hein, pour amener des adeptes à quitter les sectes. Après tout, on fait bien, si vous voulez, des politiques volontaristes autour de la toxicomanie. Est-ce qu'il serait possible d'avoir une politique volontariste autour de la question sectaire, sachant que c'est très, très, très difficile, mais pour ce faire, il faudrait avoir des éléments de connaissance susceptibles de porter une politique de cette nature. Hein. Mais on est dans des questions très difficiles, très difficiles. Serge Blisco, s'il vous plaît. Témoin de Jéhovah, j'avoue avoir été troublé par le témoignage incontestable d'abus sexuels relativement nombreux que décrivent des jeunes adeptes des témoins de Jéhovah. D'une part parce que c'est pas dans la doctrine, bien évidemment, mais vous l'avez dit, c'est certainement l'enfermement. Deuxièmement parce que à l'inverse, la doctrine est extrêmement puritaine. Appelons-le comme ça. La lecture
des journaux des témoins de Jéhovah, des petites feuilles qui sont distribuées, y compris des feuilles internes, et montrent quand même une très très grande méfiance vis-à-vis des relations sexuelles qui sont admises, le mariage, mais uniquement dans le cadre d'un mariage, entre témoins de Jéhovah si possible. Donc moi je me demande si on n'est pas là en face d'un autre type de phénomène, c'est-à-dire, et s'il ne faudrait pas corréler ça avec une étude sociologique de chez qui ou comment on recrute les témoins de Jéhovah. Donc y a-t-il dans votre étude, parce que les milieux sociaux, je dirais c'est pas tant les milieux sociaux défavorisés, on sait que les témoins de Jéhovah recrutent massivement dans ces milieux, enfin du moins la quasi-totalité des recrutements se font dans ce type de milieu, mais aussi des milieux culturellement défavorisés, y compris des régions particulières où les témoins de Jéhovah recrutent. Donc je pense j'ai peur qu'on s'égare, sauf à prendre l'hypothèse que vous dites comme étant la clé de l'explication, c'est-à-dire que c'est tous les groupes clos. Mais il existe d'autres groupes clos où la sexualité est très très réfrénée. Donc je pense qu'on est en train là il faudrait quand même qu'on ait je crois une discussion entre nous sur les pistes sur lesquelles on veut aller, parce que je crains que dans cette affaire on ne s'égare si on pense que c'est chez les témoins de Jéhovah qu'on va trouver de la pédophilie, de l'abus sexuel, parce qu'ils sont témoins de Jéhovah, etc. Il me semble qu'on a là un certain nombre d'impasses sur lesquelles on pourrait s'engager. Sur d'autres points qui ont été évoqués sur ces systèmes clos et sur ce que notre ami et notre collègue Miard appelle les dérives intégristes de tous bords, c'est extrêmement difficile. On sait bien qu'on est toujours là sur la crête entre des pratiques religieuses très fortes, très fermées, très intégristes, très intégralistes, on peut dire aussi, ou très littéralistes, et des pratiques religieuses autres. Alors il y a quand même beaucoup de témoignages à la fois sur ces questions, y compris des livres, des films qui ont été faits par des gens qui, en général, ont pu, ou avec l'aide de personnes qui ont pu se sortir de ces milieux. Donc, c'est une question importante, parce que je rejoins M. Jancovici, un des moyens qu'on pourrait trouver, c'est de favoriser par divers moyens, centres d'accueil, formation de soignants, de thérapeutes, de psychologues, d'assistantes sociales, à l'accueil des personnes qui sortent. Alors, et puis peut-être une notion que vous avez, je crois, évoquée, c'est qu'on sort pas d'un coup. Alors, ça peut arriver. On peut se réveiller un matin en disant tout ce à quoi on m'a contraint ou tout ce à quoi j'ai cru. Mais c'est souvent des éloignements progressifs. Des éloignements progressifs. On met en cause une petite chose, on met en cause autre chose. On voit tout d'un coup que quelqu'un qu'on connaît bien et qui vous paraît sympathique et que vous côtoyez dans votre vie professionnelle ou sociale vit pas comme vous, mais tout à fait normal, tout à fait. On se dit, qu'est-ce qu'ils m'ont raconté pendant des années que Satan était partout, par exemple, pour reprendre. Et alors je vois là des gens qui n'ont pas l'air d'être sataniques et qui sont pourtant des gens avec qui j'ai du plaisir. Ce qui explique pourquoi ils sont très très vigilants aussi, pour limiter les contacts avec l'extérieur. Parce qu'ils savent très bien que c'est l'élément de comparatisme, de comparaison qui entraîne cela. Donc moi je crois que ces ruptures progressives sont plus nombreuses, ou ces doutes en tout cas. Et sans doute faut-il qu'à certains moments, nous soyons, et c'est peut-être en particulier pour les plus jeunes, les plus jeunes, les adolescents, ceux qui sont juste, parce que l'adolescence c'est une période de doute, par définition, surtout quand on est né dans des familles qui sont depuis 3 ou 4 générations, et je dirais quelque chose, un autre point de vue tout à l'heure au président et au rapporteur de la commission, une fois l'audition terminée. Donc je pense que nous sommes à même de réfléchir avec vous, avec la mission, sur la façon de trouver des structures où puis y avoir une discussion, parce qu'autrement on est dans je veux dire, le simple fait que nous en parlions comme cela, à mon avis, ne fait que cristalliser le refus des autres de comprendre qu'il y a un autre monde. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, si on est très tranché, écoutez, tout ce qu'on leur dit, c'est ce que vous disiez, est justifié. L'ennemi est partout. Si on arrive à trouver, à former des gens ou des structures ou des lieux d'ouverture, à ce moment-là, les doutes, les questions, les lectures, les interrogations, les va-et-vient seront peut-être plus faciles. Voilà, c'est une première réflexion. Excusez-moi, monsieur, deux, trois choses. L'une des meilleures prises en charge de cette situation qui a été faite à Rochefort par un juge pour enfants a montré que le travail était possible parce que ce juge, dans ses propos,
ne mettez pas en péril la communauté spirituelle. C'est-à-dire qu'au fond, il disait « Je suis là pour rappeler la loi commune, je suis là pour rappeler la Convention des droits des enfants, vous êtes, à part ça, libre de penser ce que vous voulez. » Donc il y a sans doute, du point de vue d'une stratégie de travail, quelque chose qui doit viser à ne pas mettre en péril le groupe lui-même. Je pense que c'est important. Sur la question de la pédophilie, alors, je vous donne ces éléments à titre d'information. J'ai, moi, en 1989, eu la responsabilité ministérielle de la construction du téléphone vert enfance maltraitée. Je connais très bien ces questions, Et c'est vrai qu'on est dans toutes ces questions autour de la question des agressions sexuelles, des affaires de maltraitance, dans une difficulté à la fois pour les repérer et pour nous-mêmes, pour les admettre. Toute la problématique, si vous voulez, autour de la question des abus sexuels a nécessité 30 ans de travail pour que la société, l'admette. La difficulté qu'on a par ailleurs avec les témoins de Jéhovah, c'est qu'au fond, en particulier, c'est un groupe qui joue sur un aspect très volontariste que j'appellerais, ce sont des gens propres sur eux. Et en particulier, si vous voulez, participe de cet effet la proximité avec le catholicisme. Du coup, comme on est dans des pays de culture catholique, au fond, notre premier rapport au groupe, c'est que c'est un groupe proche de nous. Donc il est très difficile comme ça de se dire que qu'on a dans un groupe qui est proche de nous que des actions de pédophilie, que des pratiques pédophiliques ou d'agression sexuelle peuvent se développer. Et par ailleurs, si vous voulez, dernier point, c'est parce que j'ai fait ce travail long, difficile, compliqué qu'a voulu porter le ministère, qu'on a eu ces éléments de connaissance, mais que ces éléments de connaissance, n'existaient pas comme ça. On les a découverts petit à petit. Donc, il y a effectivement un travail d'enquête. Je pense qu'on pourrait retrouver cette situation dans d'autres groupes, et du coup, si vous voulez, j'ai élargi mes propos sur d'autres groupes. Mais bien entendu, si vous voulez, ce que j'ai dit, et je le répète, ce que j'indique ne visait pas les témoins de Jéhovah en tant que tels, mais visait à explorer des situations dans lesquelles peuvent se trouver des enfants dans des systèmes de ce type. Ça n'a pas pour viser, de déclencher une enquête judiciaire à l'encontre des témoins de Jéhovah, mais de comprendre dans quel élément contextuel peuvent se trouver des enfants et des adultes. Et dernier point que vous avez souligné, je pense que sans doute il doit exister une tension très forte dans ce groupe entre la fermeture du groupe, d'une part, et la répression sexuelle. En particulier, les adultes m'ont dit, des adultes qui étaient dans le groupe, m'ont dit qu'il y a un contrôle de l'intimité, tel qu'au sein des couples, les couples, pour la plupart du temps, n'ont plus de vie sexuelle. Donc, du coup, ça passe ailleurs. Il y a un moment où ça passe ailleurs. Le président a eu la permission à s'occuper dans les 2 précédentes commissions des témoins de Jéhovah. Effectivement, on n'est pas allé sur ces brisés, mais c'est connu que tout est réglementé, oui, absolument, y compris les problèmes sexuels. Donc pour moi, ce n'est pas tout à fait étonnant, mais je ne le savais pas. Et vous pourrez voir ce document que je vous ferai porter, qui a été fait, qui est à la limite d'un document. Oui. Monsieur Jancovici, vous représentez le ministère de la Santé, oui, entre autres. Oui. Si nous sortions une seconde, proprement dit, des communautés sectaires, se pose aussi, sans doute à notre commission d'enquête, la question des médecins. Des médecins traditionnels qui peuvent eux-mêmes appartenir éventuellement ou suivre des préceptes en dehors de la médecine
traditionnelle. Tout à fait, Monsieur le Président. On entend ici ou là citer un chiffre en France de l'ordre de 2000 médecins qui appartiendraient à des obédiences à caractère sectaire. Les familles et leurs enfants ne sont pas forcément censés connaître véritablement cette appartenance. Quand on s'adresse à son médecin, il y a une plaque et on ne sait pas par ailleurs s'il y a derrière d'autres préceptes. Est-ce que le ministère de la Santé mène une action en ce sens? Est-ce que les conseils de l'ordre, notamment des médecins, font une autodiscipline? Est-ce que vous pouvez nous parler de ces rapports entre le ministère de la Santé, le conseil de l'ordre des médecins et les médecins qui peuvent appartenir à des sectes? Alors, d'une part, je crains malheureusement que le chiffre que vous citez soit nettement supérieur, puisqu'il y a environ 15 ans, le Conseil de l'Ordre, peut-être pas 15 ans, une dizaine d'années, le Conseil de l'Ordre était arrivé au chiffre de 3500 médecins. Je pense qu'on est aujourd'hui plutôt vers les 4005, 5000, sans qu'il soit possible de préciser exactement le nombre, et qu'on a pour les professions paramédicales, je veux dire, un chiffre identique. Donc on a, bon an mal an, et j'en avais discuté avec les représentants du ministère de l'Intérieur, près de 10 000 véritables professionnels de santé qui sont membres de ces groupes. La difficulté qu'on a, mais qu'on a dans toutes les affaires de sectes, c'est qu'on a très peu de plaintes. Je veux dire, on a très peu de gens qui déposent plainte, très peu de remontées. Je veux dire, c'est toute la difficulté du travail sur ces questions, c'est que spontanément, et je le vois, je l'ai vu en particulier en allant assez régulièrement, par exemple, au siège de l'UNADFI à Paris, on a des gens qui sont, si je puis me permettre cette expression, dans la plainte, mais qui ne vont pas jusqu'à déposer plainte, je veux dire. Donc on a, si vous voulez, on a très très peu pour le moment d'informations. Par contre, je veux dire, il y a quelque chose sur lequel le ministère est en train de réfléchir, c'est que ces praticiens peuvent éventuellement indiquer qu'ils ont été formés ou qu'ils pratiquent la méthode AMER, etc., etc. C'est-à-dire qu'on a aussi, si vous voulez, à travers l'Internet, des informations qui commencent à émerger et qui nous montrent que le docteur, éventuellement, je dis bien éventuellement, que le docteur X ou que le docteur Y pratique la méthode AMER, ou vous avez aussi, parmi ces médecins, des gens qui interviennent dans des lieux de formation. Je veux dire, on a cette question des lieux de formation qu'on a à peine évoqué, qui est un véritable problème de santé publique, c'est que via le champ de la formation professionnelle sont en train de se mettre en place sur le territoire des tas d'écoles privées qui proposent des formations sur le champ de la santé, je veux dire, à des gens qui n'ont aucune formation particulière. Quelquefois, on a des situations où les gens qui vont se former sont dans des situations eux-mêmes difficiles et délicates parce que ce sont des demandeurs d'emploi, je veux dire, et qui sont dans des difficultés sociales par manque d'emploi. Et comme, à travers l'Internet, on leur indique que s'ils deviennent ceci, thérapeutes de cela, etc., non seulement ils vont exercer une belle profession, mais qu'ils vont faire fortune, ils se précipitent pour obtenir ces formations. Et le problème qu'on a, et sur lequel j'ai demandé aux services compétents de fermer cette manne dont profitent ces groupements, c'est que certaines de ces formations sont financées sur fonds publics, je veux dire, et que là, je veux dire, l'État a toute possibilité, je veux dire, de fermer des financements qui profitent à ces groupes et qui mettent des personnes en danger. Les directions compétentes, en particulier la Direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle, est très alertée sur ces questions et suit ces questions. Mais on a des problèmes. Et on a aussi, Monsieur le Président, des situations qui se doublent parce que, par exemple, dans le système de santé publique,
On a en particulier en milieu hospitalier, par exemple du personnel de santé de tout niveau, médecins compris, qui demandent des formations payées par les hôpitaux et des formations précisément dans les domaines qui font problème, je veux dire. Donc on voit bien qu'on est dans des aberrations et actuellement la direction des hôpitaux est en train de réfléchir à la manière de contrôler la formation pour que les personnels du système hospitalier ne puissent pas s'aventurer, je veux dire, à leur détriment dans ces situations. Sur l'adoption de la loi du 6 août 2004, les pratiques de psychothérapie, ce texte devait de mettre un frein à certaines thérapies qui pouvaient comporter des possibilités de dérive sectaire. Est-ce que vous avez constaté une mise en application de cette loi et d'un décret? Monsieur le Président, compte tenu que j'allais me trouver devant vous et devant la Commission, j'ai interrogé la direction compétente. Le dossier est chez le ministre. Donc je ne peux pas vous en dire plus. Le dossier est chez le ministre. Il faut... c'est au niveau de... Ouais, le décret n'est pas sorti. Non. Pas d'autres questions? Vous avez des documents à nous remettre, je crois. Je vous les ai donnés, monsieur le Président. Mais écoutez, je vous remercie, monsieur Jancovici. La Commission vous remercie infiniment. Merci. Donc, nos travaux sont terminés. Nous les reprendrons le 6 septembre. À quelle heure? Le matin, je crois. Donc, nous reprendrons nos travaux le 6 septembre. Merci.